Si on devait conserver qu'un seul ETF sur le long terme, est-ce qu'il faudrait favoriser un ETF Nasdaq 100 ou S&P 500? C'est une question qui revient souvent, donc on va tenter d'y répondre à travers plusieurs critères, que ce soit le Sharpe ratio, les overlaps, les corrélations, les frais des ETF et la performance. Donc on est parti sur mon écran. Alors tout d'abord un petit rappel, concernant le Nasdaq 100, ce sont les 100 plus grosses entreprises technologiques, donc ça se limite à un seul secteur exclusivement. Et en face, le S&P 500, donc là c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, tous secteurs confondus. Donc ici, on peut voir l'évolution du Nasdaq 100 face au S&P 500. Par contre, on a des données qui ne sont pas très longues parce que ça commence qu'en 2007. C'est pour ça qu'après, on regardera deux données que j'ai pu trouver qui sont sur 40 ans, voire même 50 ans, qui permettent vraiment d'avoir un aperçu qui est beaucoup plus complet. Mais si on prend l'exemple ici du Nasdaq 100, 10 000 euros sont devenus à peu près au plus haut, on va dire 165 000. Et en face, on peut voir que 10 000 euros pour le S&P 500 sont devenus 77 000. Donc si on s'arrête à ça, on peut voir que la Nasdaq 100 a été un investissement beaucoup plus rentable pour les investisseurs sur le long terme. Mais il ne faut pas s'arrêter exclusivement à cette donnée. On va voir aussi les plus grosses baisses sur le marché qui sont sur le S&P, le Nasdaq et pas mal d'autres éléments qui peuvent être vraiment très très pertinents. Par contre, un élément ici intéressant qu'on va voir un petit peu plus là, c'est le taux de croissance qu'on a sur ces deux indices depuis 2007. Donc ça fait presque maintenant 20 ans. Donc sur le Nasdaq, on est à 17,11% et sur le S&P, on est à 12,24%. Et quelque chose qui montre vraiment un élément important concernant les intérêts composés, c'est que ici, vous pouvez voir que concrètement, les deux partent à 10 000. Et la performance, ici, c'est 12,4, 12,20, la 17,10 à peu près. Donc, elle n'est pas deux fois meilleure sur le Nasdaq. Mais au final, à la fin, on peut voir que concrètement, le Nasdaq, il a quand même deux fois plus d'argent que la personne qui investit sur le S&P 500, malgré que la performance soit pas du tout deux fois supérieure. Et en fait, c'est ce phénomène des intérêts composés. C'est-à-dire que sur le très long terme, le pourcentage de performance supérieure va permettre de démultiplier la chose. Et si on aurait pris une période encore plus longue, qu'on va voir après, si imaginons on prend 40 ans, même si on a 17, imaginons ici, et 12, au final, la personne qui a 17 ici et 12, sur le long terme, pourra se retrouver avec potentiellement 5 fois plus d'argent, malgré que la performance soit pas du tout deux fois supérieure. Après, on a le ratio de Sharpe. Alors, ratio de Sharpe, là, on n'a pas des données qui sont hyper longues, mais concrètement, en général, plus le ratio de Sharpe se rapproche de 1, voire est supérieur à 1, plus ça signifie qu'on est sur un investissement qui finalement est très très bien récompensé. C'est-à-dire que c'est par rapport à la volatilité de l'actif et la performance qu'on a. Donc là, le Nasdaq 100, pour ici sur cette période-là, a un ratio de Sharpe qui est meilleur, 0,94. Après S&P 500, 0,79, ça reste aussi un très bon ratio de Sharpe. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir les retours annuels. Donc concrètement, on peut le voir que déjà les années de baisse depuis 2008, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc les années de baisse au total, vraiment négatives, on en a eu deux. Après, il y a des années où il ne se passe pas grand-chose, comme en 2018, juste ici. Et même si on regarde l'année 2020, vous pouvez voir que c'est l'année, je ne vais pas dire le nom, mais où on a eu un petit virus. Et concrètement, ça a été des années qui ont été quand même positives. Même si le marché avait pris une très très grosse baisse, c'était remonté très très rapidement. Donc au final, on a eu 2022 où le Nasdaq a eu moins 28, le S&P 500 moins 13. C'est pour ça que si vous investissez sur le Nasdaq, de manière générale, quand il va y avoir des baisses de marché, le Nasdaq va baisser davantage. Par contre, quand il y a des reprises, le Nasdaq, et même de manière générale, va souvent surperformer le S&P 500. On peut voir que 2013, on a eu 30,26, là on a eu 16,14, 8 versus 5, 29,24, 48,22. Donc dans la globalité, le Nasdaq surperforme le S&P 500 quand le marché, pour le coup, est dans le vert sur le S&P 500. Par contre, inversement, quand le marché baisse, souvent, le S&P 500 va davantage baisser au niveau des entreprises technologiques. Et on peut le voir ici que soit en 2008 et en 2022, c'était des baisses qui étaient un petit peu plus importantes. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder sur une plus longue période parce que Curvo, ça ne nous permet pas d'avoir des statistiques hyper longues. Donc là, on a des statistiques pour l'exemple ici sur 30 ans et on peut même mettre sur toute la période. Mais là, pour le coup, alors la période, il faut savoir que l'indice Nasdaq a même été créé avant. Mais concrètement, là, on a une période qui est encore plus longue, mais on est vraiment là il y a très très longtemps. Donc nous, on va se mettre sur 30 ans. Donc sur 30 ans, on peut voir que concrètement, on a le Nasdaq qui est passé de 800 ici points à peu près au plus haut 19 000. Donc ça a été un plus de x20. Et si d'ailleurs on regarde toute la période, là c'est hallucinant,
c'est passé de 112 en 71 à aujourd'hui, si on prend un peu où on en est, à 16 000. Donc concrètement, ça a été un fois 163 à peu près. Donc 1 euro investi est égal 163 euros, 1 million d'investis est égal 163 millions. Donc voilà, c'est juste fou. Et si par contre, là un élément que vous pouvez voir, c'est en 2000, ça c'est quand même très très important de le souligner, c'est qu'il y a eu la bulle Internet, donc le marché avait explosé à la hausse. On est passé en 98 d'à peu près 1500 à au plus haut 4500. Donc concrètement, là le marché a énormément monté. On a fait un x3. Par contre, mars 2000, juste ici, on a eu l'effondrement juste là, jusqu'en, pour l'exemple, ici c'est à peu près jusqu'en août. Et le marché a repris toute la baisse. Donc là, imaginez, vous avez 4000, on peut prendre l'exemple, vous avez 4700 euros investis, ces 4700 vaut 1300. Et ces 1300, si là on prend l'exemple du pire investisseur, ce qui est très peu probable, qui a investi tout là-haut, tout son argent, il n'a pas fait de DCA ou quoi que ce soit, juste il s'est dit ok, c'est maintenant ou jamais, je mets tout. En fait, si jamais cette personne après n'a jamais fait de DCA, il s'est juste dit bon, j'attends que ça remonte, il a dû attendre que ça remonte, on peut le voir jusqu'en 2014, donc il a dû attendre plus de 10 ans. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération. C'est pour ça que si on fait du DCA, ça reste vraiment aujourd'hui la meilleure stratégie, même si tout le monde le rabâche. Ça peut paraître chiant, mais la réalité, c'est que si on veut se protéger, ça permet d'éviter d'investir au pire moment et d'avoir toujours des liquidités. On sait qu'on investit tous les mois, toutes les semaines en fonction de chacun. Mais donc ça, ici, il y a une baisse qui est colossale. Vous voyez, c'est pas du moins 50%, c'est une baisse qui était folle. On passe de 4700 à ici 1200. Donc ça a été quasiment divisé par 4. Donc là, c'est considérable. Donc ça, on va le regarder. Maintenant, face au S&P 500, donc on peut voir un divisé par 4 durant la crise de 2000. Maintenant, le S&P 500, crise de 2000, on va se mettre sur le point le plus bas qui est ici. On est passé de 1517 à 815. Donc ça a été un moins que divisé par 2. Donc là, vous voyez quand même la différence. C'est-à-dire que voilà, divisé par 4 versus divisé par 2, c'est pas la même chose. Donc si vous avez 100 000 euros, ça devient 25 000. Là, si vous avez 100 000 euros sur le S&P 500, c'est devenu 50 000. Donc à vivre, c'est aussi psychologiquement un petit peu plus simple. Maintenant, on va se mettre aussi pour l'exemple 2008. Ça va être intéressant. Donc on a eu ici un point assez haut. Voilà, donc là, on est sur le S&P, donc S&P, il est passé de 1549 à peu près à 735. Donc là, on est sur un moins 50%. Si vraiment on prend le plus haut et le plus bas, ça, c'est pas sur une année incomplète. Là, on prend vraiment le plus haut et le plus bas qui est vraiment le max drawdown. Et face au Nasdaq, donc là, est-ce que le Nasdaq, il avait été aussi divisé par 2? Si on prend ce point-là, on va se mettre juste là. Donc le Nasdaq, il était à 2859. Oui, c'est pareil, divisé par 2. Mais en 2000, par contre, là, c'était du divisé par 4. Donc ça, c'est un élément à regarder. Donc de manière générale, quand même, on a le S&P 500 qui va baisser moins, mais qui va aussi moins performer. Par contre, si demain, on a, imaginons la tech qui, imaginons, se développe moins, même si c'est quand même très peu probable, c'est un marché tellement gros et aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de la technologie dans tous les domaines. Mais imaginons ce cas-là. Il faut savoir que le problème, c'est que du coup, on est sur un seul secteur. Et si demain, les plus grosses boîtes capitalisées, ça devient la finance ou n'importe quel autre domaine, la santé ou tout autre, l'industrie, on n'est pas exposé à travers le Nasdaq 100. Maintenant, les overlaps. Alors ça, c'est certainement la chose la plus intéressante ici. Il y a 86 entreprises qui sont du coup dans le Nasdaq, qui sont dans le S&P 500. Donc on pourrait dire que c'est la totalité sans des entreprises du S&P 500 sont forcément dans le Nasdaq. Et non, ce n'est pas le cas. Il y en a 14 qui ne font pas partie du S&P 500 et qui sont pour autant dans le Nasdaq. Ça doit être des entreprises peut-être du coup moins capitalisées, qui ne sont pas dans le Nasdaq, mais qui sont pas dans le S&P 500, mais qui sont dans celui-ci. Et ensuite, on va avoir dans le S&P 500, au total, il n'y en a pas 500, il y en a 503 juste là. Si on descend un petit peu, on a l'overlap. Donc là, on peut voir qu'il est de 47%. Donc ça, finalement, ça va être un petit peu la pondération des entreprises qui vont être présentes à la fois dans le S&P 500 et dans le Nasdaq. Par contre, les secteurs, il y a une très grosse différence. On peut voir que forcément, la tech, si on prend l'exemple du S&P 500 à gauche,
finalement, il y a moins 20% de tech, hein, si on compare à du Nasdaq qui est sur la tech. Ici, après, là, on va avoir d'autres secteurs. Et par contre, il y en a d'autres, forcément, qui sont dans le S&P 500, qui ne sont pas du tout, pour le coup, dans le Nasdaq, comme ici, le domaine financier, la santé, l'industrie, les énergies, l'immobilier, etc. Si on descend un petit peu plus bas, là, on peut voir d'ailleurs la pondération. Si on prend l'exemple de Apple, dans le S&P 500, c'est 6,5. Et dans le Nasdaq, QQQ, qui est un ETF, c'est 8,6. Pareil pour Microsoft, on peut voir qu'on a près 2% de plus. Nvidia, on a aussi à peu près 2% de plus. Amazon aussi. Meta, 1% de plus. Donc, ces entreprises sont technologiques. Donc, elles vont être forcément, vu qu'il n'y en a que 100 dans le Nasdaq, les pondérations vont être augmentées directement. Si on descend, là, on peut voir aussi des entreprises qui, pour le coup, sont plus directement dans le S&P 500 et là, beaucoup moins. Si on prend l'exemple, imaginons de Apple, dans le S&P 500 par rapport au QQQ, c'est moins 2,1% en termes de pondération et en termes de taille versus ici, Berkshire Hathaway, c'est 2,1 de plus dans directement le S&P 500 si on devrait comparer au S&P 500 directement. Pareil pour Visa, pour que Visa, c'est plus présent dans le S&P 500 que dans le Nasdaq directement en termes de pondération. Donc ça permet d'avoir pas mal d'informations. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs, et c'est intéressant, qui pour le coup sont quand même des entreprises des fois technologiques ou du moins qui ont une partie de technologie à l'intérieur qui ne sont pas dans le Nasdaq. Et donc ça aussi, je trouve que c'est quand même dommage, c'est que c'est quand même souvent des entreprises très technologiques le Nasdaq et une entreprise qui, pour le coup, a dans son activité quand même quelque chose qui pourrait être lié à la technologie, ne sera pas forcément intégré, à mon sens, je trouve des fois à sa juste valeur juste ici. Donc ça, déjà, on peut voir, il y a pas mal d'éléments vraiment cool là-dessus. Et ce site-là, d'ailleurs, hyper intéressant si vous voulez voir les overlaps. Et aussi, vous pouvez faire des portfolios directement dessus pour comparer les performances. Maintenant, si on souhaite investir, du coup, on va devoir choisir un ETF. Et là aussi, c'est un élément important à prendre en considération, c'est les frais des ETF. Et le Nasdaq 100, c'est un ETF qui va coûter beaucoup plus cher en termes de frais que du S&P 500. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'émetteurs qui le proposent, il y a moins de choix. Donc forcément, les frais sont plus hauts. Donc on peut voir qu'au minimum, c'est 0,13% et ça va jusqu'à 0,30 juste ici. Si on descend, là, on a la performance sur un an. Donc on peut voir qu'on est négatif pour l'instant sur le Nasdaq, mais ça, de toute façon, on s'en moque. Hein, c'est pas ici ça ce qui va nous intéresser. Et si on descend un petit peu plus là, donc là, on a les meilleurs ETF Nasdaq de par Just ETF. Donc souvent, ils prennent les frais, ils prennent l'encours sous gestion, etc. Mais si on descend, là, on va avoir les différents ETF. Donc, si imaginons, on veut un ETF qui est éligible ici à la France. Alors, normalement, c'est le cas de tous les ETF sur Just ETF. Vous voyez, on a la norme UCITS. Donc, ça, c'est accessible aux Européens. Donc, si vous êtes en Europe, en France ou partout, vous y avez accès. Et après, si vous êtes hors Europe, vous avez accès à tous les ETF du monde, notamment des ETF américains, qui là vont vous permettre d'avoir encore moins de frais, ce qui n'est pas forcément le cas qu'on a en France parce que ça ne respecte pas la norme UCITS qui a pour but, entre guillemets, de protéger les investisseurs européens, même si en soi, franchement, si on regarde bien, ce n'est pas une réelle protection, c'est plus souvent juste une exposition à des ETF moins chers auxquels on n'aura pas accès. Mais donc, on peut voir qu'au plus bas, on est à 0,13. Donc là, si on prend l'exemple d'un ETF d'UBS ici, donc après, il faut voir s'il est disponible chez son courtier. D'ailleurs, je vous mettrai sous cette vidéo les liens des deux courtiers que j'utilise, que ce soit Boursorama ou Trade Republic, qui vous permettent d'investir en ETF, que ce soit à travers le PEA, parce qu'il y a des ETF Nasdaq sur PEA et S&P 500 sur PEA, et aussi que ce soit à travers les comptes titres, en sachant que bien entendu, investir en bourse comporte un risque. On peut le voir sur l'année, le S&P 500 a baissé, donc ça, il faut le prendre en considération et investir à long terme. Et ensuite, donc là, concrètement, si vous êtes sur les frais les plus faibles, on a prêt à 0,13. Et si on compare au S&P 500, ça commence à 0,03, ça va jusqu'à 0,15. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et typiquement, iShares, BlackRock, celui-ci, je sais qu'il est disponible chez Trade Republic et Bourso, c'est 0,07. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus faible. On a aussi du Invesco ici, 0,05. C'est encore plus faible. Et on a même du 0,3 ici, du SPDR distribuant.
Donc là, par contre, c'est un ETF qui verse des dividendes, donc 0,03. Donc moi, je favorise toujours un ETF qui est capitalisant. Donc si on veut du capitalisant, ça commence à 0,05. Donc je vais essayer d'en retrouver un. Là, on a du 0,9, 0,6, 0,15. Donc ici, voilà, on a l'Invesco qui est le moins cher. Après, c'est un swap, c'est pas une full réplication. Donc si on veut vraiment que les actions soient au sein de l'indice, on a l'ETF de chez iShares 0,07. Mais on peut voir que c'est toujours concrètement 2 fois moins cher en termes de frais que du Nasdaq. Donc ça peut être plus pertinent si on veut réduire les frais. Donc de mon point de vue, si je devais vraiment garder qu'un seul des ETF sur le long terme, je ferais que du S&P 500 et pas du Nasdaq parce que je préfère être exposé à beaucoup plus de secteurs en termes de diversification, même si en réalité, on l'a vu, quand on a le Nasdaq, le S&P 500 qui baisse, le Nasdaq baisse, inversement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises technologiques qui dominent pour le coup le marché mondial, notamment aux US, qui sont des entreprises énormes. Donc forcément, c'est quand même corrélé et beaucoup corrélé. Mais à terme, si jamais ça change ou ça évolue, on va dire que ça baisse un petit peu au niveau des entreprises technologiques, je préfère être exposé au S&P 500 qui, dans les périodes de baisse, jusqu'à maintenant, a toujours moins baissé que le Nasdaq, même si le Nasdaq a surperformé largement le S&P 500. Donc ça va dépendre de vous, de ce que vous souhaitez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous devez choisir qu'un seul ETF. Est-ce que vous investirez sur le S&P 500 ou le Nasdaq et pour quelles raisons? Et comme j'ai dit, je vous mets les liens pour les 2 courtiers que j'utilise, que ce soit Trade Republic, Boursorama, avec des bonus à l'ouverture. Chez Boursorama, d'ailleurs, je crois qu'actuellement, il y a 130 € offerts à l'ouverture de son compte. Et par la suite, une fois que son compte bancaire il est ouvert, on peut ouvrir un PEA ou un compte titre pour commencer à investir. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.